Yo les bros, j'espère que vous allez bien en ce beau vendredi qui nous gratifie de l'incroyable chapitre 997 de One Piece. Kaido, Zoro, tellement de scènes incroyables qui viendront apporter la dose de frisson et d'épicness qu'on aime tant dans ces derniers chapitres. Avant le début de la review, cette vidéo, tout comme la semaine précédente, comportera un court placement de produit. Comme d'habitude, je vous remercie infiniment de votre compréhension. On ne perd pas plus de temps et on se retrouve juste après pour le début de la review qui s'annonce des plus épiques. Kyobi est une marque de vêtements streetwear. D'une inspiration venant tout droit du Japon, le site répertorie plus de 650 produits différents et de tout style. T-shirts, hoodies, pantalons, vestes et autres accessoires, tout est trouvable avec la patte emblématique de cette marque. Des designs sobres et plutôt discrets aux vêtements aux multiples motifs, il n'est pas difficile d'y trouver son bonheur. Ayant reçu moi-même 3 hoodies streetwear ainsi qu'un cargo, j'ai pu juger de leur qualité et leur confort pendant plusieurs jours et je n'ai absolument rien à redire. Dans un désir de faciliter la recherche et trouver votre bonheur, Kyobi propose un ensemble d'outfits prédéfinis. Ainsi, vous pourrez acheter une tenue en parfaite adéquation avec votre style. Si vous manquez encore d'idées, alors leur page Instagram et ses 50 000 abonnés vous accompagnera à travers une multitude de conseils et d'ensembles. Et c'est justement le moment parfait pour franchir le pas puisqu'à l'occasion de ce Black Friday, Kyobi propose sa plus grosse réduction de 2020. Tous les produits seront en promo, notamment certains qui seront jusqu'à 70% moins chers. L'offre étant valable jusqu'au vendredi 4 décembre 2020, profitez-en vite avant qu'il ne soit trop tard, ça serait dommage de rater une occasion de faire un beau cadeau de Noël. Le service client est top, les livraisons est rapide. Si vous êtes fan du Japon, n'hésitez pas à succomber à l'originalité de cette marque. Le terrible suspense qu'avait généré la fin du dernier chapitre est enfin terminé. Les révolutionnaires ont été les grands favoris d'une partie de la communauté comme nouveaux protagonistes dans cette terrible guerre d'Onigashima. Mais qu'en est-il réellement? Bien que cette hypothèse m'avait totalement charmé, je vous ai expliqué à travers des posts Twitter et une vidéo qu'il était quasiment impossible que ce soit eux. Et aujourd'hui, ça se confirme en révélant qu'il s'agissait bel et bien de Black Maria. Oda a bien utilisé un running gag très connu au Japon consistant à simuler une agression physique d'une femme par un homme avant qu'un brave héros surgisse pour l'aider. Sanji sera alors totalement tombé dans ce qui était bien évidemment un énorme piège, une vulgaire mise en scène visant à le capturer. Black Maria est accompagné de 3 acolytes, dont 2 assez récurrents dans cet arc de Wano Kuni. On y retrouve alors ce qui semble être la maîtresse d'école, vue au chapitre 919, enseignant aux jeunes enfants de Wano pourquoi Oden et les Kozuki étaient d'horribles personnes et pourquoi Orochi lui était un véritable sauveur. L'autre femme, elle, est plus récente et était l'une des prétendantes au titre de Tobiropo au chapitre 980. Quoi qu'il en soit, le destin de Sanji semble assez capricieux, lui qui se retrouve seul puisque isolé du groupe, ne semble pas pouvoir affronter les femmes se présentant devant lui à cause de son légendaire esprit chevaleresque. Je me demande alors comment il va bien pouvoir s'en tirer. Il est indéniable que Sanji ne changera pas de mentalité d'un chapitre à l'autre, ce qui implique que frapper une femme est tout ce qu'il y a de plus prohibé pour lui. Cependant, il se retrouve face à une Tobiropo dont les pouvoirs sont encore inconnus, mais dont la puissance, elle, doit être assez haute pour être considérée parmi le top de l'armée de Kaido. Pouvons-nous espérer que Black Maria, ayant sans doute un Zoan, puisse faire que sa transformation brise dans l'esprit de Sanji l'image de la femme qu'il affronte, mais mette plutôt en avant le monstre qu'il a en face de lui? Il est en tout cas une fois de plus dommage que Sanji doive se retrouver dans cette situation. Dommage qu'Oda ne décide pas de changer un peu de running gag autour de lui. Mais bon, j'ai bon espoir. J'ai espoir que dans une situation comme celle-ci ou que dans le reste de l'arc, il puisse dévoiler le véritable potentiel qu'il possède. Il a toujours été un des Mugiwara les plus utiles, que ce soit dans les combats ou dans la stratégie. Concernant Black Maria, il ne reste que très peu de temps avant qu'elle dévoile ses véritables pouvoirs. La présence d'une toile d'araignée aura tendance à me faire penser qu'il puisse s'agir de la sienne, même si en toute logique elle doit disposer d'un Zoan antique comme tous les autres. En tout cas, pas de sirène à l'horizon comme j'ai pu le spéculer la semaine dernière, même si je reste quasiment persuadé au fond de moi que ses pouvoirs auront un lien avec le charme que peut dégager cette Tobiropo. Luffy et Jinbei continuent eux leur avancée au sommet du dôme d'Onigashima. Alors qu'ils venaient d'atteindre le 3e étage et devaient encore affronter une multitude d'ennemis se dressant devant eux, un raccourci a été créé par certains samouraïs directement vers l'étage supérieur. C'est une partie très intéressante puisque Oda semble chercher à accélérer leur arrivée au sommet et donc par extension le combat contre Kaido. N'oublions pas de noter que Big Mom a elle aussi atteint le toit dans ce chapitre, elle et Kaido vont donc alors se dresser côte à côte, ou peut-être face à face. Quoi qu'il en soit, si nous reprenons le plan d'Onigashima, on peut noter qu'il ne reste plus qu'un étage à passer pour atteindre le sommet. Or, j'ai tendance à penser que Luffy aura un combat plus ou moins sérieux face à un personnage plus ou moins puissant avant sa nouvelle rencontre avec Kaido. Un peu à l'image de Zoro dans ce chapitre qui aura combattu Apu, même brièvement, je pense que Luffy doit montrer une partie de sa nouvelle puissance
avant son affrontement face à Kaido. Il est cependant vrai que sa démonstration de force face aux Numbers pourrait suffire. Détruire un personnage de cette taille et de cette puissance d'un seul coup est un signe des plus explicites de la puissance que Luffy a gagné. Et puis vu le déroulement des chapitres, Oda semble vouloir faire que le chapitre 999 et le chapitre 1000 soient le théâtre de cette fameuse rencontre entre Kaido ainsi que le début de leur combat pour le destin de Wano. La tension étant de plus en plus palpable à chaque chapitre, l'arrivée au sommet du dôme risque de signer l'une des plus belles scènes de cet arc. Le roi des pirates face au roi des bêtes. Ça sonne plutôt bien. S'il y a bien un personnage mis en avant dans ce chapitre, c'est Zoro. L'illustre Roronoa dévoile une nouvelle fois la raison pour laquelle il deviendra le meilleur épéiste et pourquoi il est le bras droit de Luffy. Dans l'un des précédents chapitres, Zoro était parti à la poursuite de Apu, qui s'était vu confier l'antidote du terrible virus de Queen, frappant à la fois l'équipage de Kaido, les samouraïs et les Mugiwara. C'est notamment Chopper qui en sera la victime principale et sera une motivation supplémentaire pour Zoro de poursuivre le supernova gardant précieusement le remède. Une scène quelque peu incompréhensible montrant Apu pouvant gérer au corps à corps deux experts dans ce domaine à la fois m'avait cependant beaucoup dérangé. Qu'un supernova puisse tenir tête à un autre est compréhensible, mais face à deux, qui sont d'ailleurs pas les moins puissants, difficile de pas grincer des dents. Cependant, nous sommes aujourd'hui passés d'un extrême à l'autre. Après que Zoro ait vu tomber le bras de Kiku du plafond, la fureur l'emporte. Il semble comprendre la détresse dans laquelle se trouvent les fourreaux rouges au-dessus de lui, se battant corps et âme contre leur bourreau. Comme un déclic, réalisant que chaque seconde compte, Zoro s'empare de son Wado Ishimonji et utilise son style Itoryu face à Apu. Le supernova est défait dans la seconde qui suit, Roronoa s'empare de l'antidote. Il n'a suffi que d'une seule seconde pour vaincre celui tenant tête à Diez Drake, pourtant en forme hybride. Tout comme il lui a fallu qu'une seule attaque pour vaincre Killer il y a de cela plusieurs chapitres. À croire que Zoro a un don pour one-shot les supernovas. Une scène déjà culte nous remémorant les plus grands moments de Zoro utilisant cette technique emblématique qu'est le Shishi Sonson au fil de l'histoire et de ses combats. Face à Mr. One sur Alabasta, là où il a plus appris en un seul combat que n'importe qui d'autre. Face à Kuma sur Thriller Bark, dans un ultime espoir de sauver son capitaine et ses alliés alors que tous étaient dans l'incapacité de combattre. Ou même face à Odie Jones, montrant qu'un simple humain peut rivaliser avec la puissance d'un homme poisson dans son habitat naturel. La dévotion du futur plus grand sabreur au monde est inégalée et inégalable. Il le montre encore par la suite en donnant l'antidote à Chopper. Ce dernier ayant trouvé le point faible de cette maladie, il affirme pouvoir enfin sauver tout le monde, alliés comme ennemis. Chopper deviendra alors la cible de la calamité Queen qu'il souhaite exterminer en même temps qu'Apu pour son lamentable échec. C'est là encore que s'affirme Zoro. Lançant une lame d'air droit sur la calamité, il détruit son bazooka et tient un discours que nous ne pouvons désormais plus contester. Sa place est ici pour vaincre Kaido, le plus puissant du monde. Lui, détenteur de la légendaire Enma. Lui ayant affronté le corps du grand Ryuma. Lui dont l'histoire est au fond rattachée aux racines profondes de cet arc. Oui, Zoro va se battre aux côtés de tous les autres contre l'empereur, mais sa place sera différente. La blessure qu'il va lui infliger sera d'une toute autre envergure de celle qu'il a pu recevoir de la part des fourreaux. Zoro doit briser les écailles du dragon pour permettre à son capitaine de le vaincre. Mais là n'est pas le seul commentaire que j'ai à faire à son sujet. Après le discours choquant de Zoro, vice-capitaine du futur roi des pirates lancé à Queen, capitaine d'un Yonko, le sol se met à trembler. Évidemment, ce n'est qu'un hasard et ça sera expliqué juste après, mais il est intéressant de noter que plusieurs ont fait le lien avec Zoro. Ce tremblement de terre viendrait de lui et sa colère, au point que Brook ait pensé qu'il ait utilisé le Haki des rois. C'est une phrase très importante et très symbolique pour moi, puisqu'il s'agit là de ma toute première théorie jamais réalisée et celle qui a inauguré ma chaîne. Roronoa Zoro aurait le Haki des rois. Si vous n'y croyez pas, je pourrais vous lister les multiples signes en étendant cette vidéo de facilement 10 minutes supplémentaires rien qu'en développant ces idées. Mais je vais plutôt vous poser une question des plus simples. Est-ce que Mihawk aurait d'après vous la capacité d'avoir le Haki des rois ? Ou la légitimité, sachant qu'il s'agit du meilleur épéiste au monde, s'étant battu à armes égales avec Shanks, lui-même possesseur de cette forme du Haki. Désormais, si vous pensez que Mihawk peut avoir ce Haki, pourquoi Zoro lui ne l'aurait pas ? Dans un monde où ce Haki n'est réservé qu'à l'élite, comment celui cherchant à être le plus grand épéiste au monde ne peut posséder ce pouvoir ? Katakuri a lui bien cette forme de Haki sans prétendre à un titre aussi grandiose, et Rayleigh, sans être le meilleur épéiste au monde, a pourtant lui aussi le Haki. Et que dire de Kid, qui semble aussi le posséder d'après Kaido ? Si ces personnages ont ce pouvoir, alors Zoro se doit de l'avoir aussi. D'ailleurs, les mots de Brook sont plutôt évocateurs. Il dit avoir pensé que c'était son Haki qui en était à l'origine. Cela veut-il dire que Zoro a déjà dévoilé aux Mugiwara posséder cette forme du Haki ? L'a-t-il déjà démontré ? Les questions sont nombreuses à ce sujet, mais il s'agit d'une des rares théories que je pourrais affirmer les yeux fermés. Et si je me trompe, eh bien, dommage. Actuellement, j'aurais surtout du mal à comprendre pourquoi seul Luffy posséderait le Haki des rois dans l'équipage. D'ailleurs, outre Zoro, je vois aussi Usopp le posséder. Usopp, aussi appelé Sogeking, le roi des snipers, serait un personnage à même à posséder cette forme de
cheveux haki. L'épithète de roi est forcément un argument, mais plus que ça, une scène similaire à celle que nous venons de vivre avec Zoro et le tremblement de terre a déjà eu lieu pour Usopp avec exactement la même mention du haki des rois. Chapitre 713, alors que le combat entre Law Fujitora et Doflamingo vient de se finir, les Tontatta ont ressenti la secousse de la météorite invoquée par l'amiral. À ce moment, Usopp déclare que ce n'est que le résultat de son haki des rois, haki qui aurait donc fait trembler l'île. Bien sûr, les Tontatta l'auront cru sans hésiter. Ce qui est intéressant est donc la manière que les mensonges d'Usopp finissent toujours par se réaliser. Pourquoi pas celui-ci dans ce cas-là? Quoi qu'il en soit, cette partie sur l'acquis de roi était pour appuyer l'hypothèse de Zoro sur son aura de conquérant. Je pense que l'arc de Wano donnera l'occasion parfaite pour le samouraï de confirmer ou non cette théorie. Revenons aux événements de ce chapitre. L'apparition de Marco au moment où Zoro se demande comment atteindre le sommet d'Onigashima laisse présager qu'il se fera aider par le phénix pour raccourcir drastiquement son temps de trajet. Exactement comme je le disais pour Luffy tout à l'heure, Oda fait en sorte d'agencer les déplacements des Mugiwara pour que tous se retrouvent au même point, au même moment. Le problème actuel reste les calamités. King patrouille dans les airs et ne laissera personne passer. Queen lui est également présent. Marco pourrait alors s'occuper de King, comme beaucoup l'espèrent, mais Queen lui reste sans réel adversaire pour le moment. Peut-être Sanji, sachant qu'il était intéressé par ce Mugiwara il y a de cela quelques chapitres. Les combats deviennent tout d'un coup beaucoup moins prévisibles qu'avant, mais les choses se précipitent beaucoup plus à l'approche de ce 1000e chapitre. En tout cas, c'est une deuxième guerre qui va se dérouler au sommet d'Onigashima, et y accéder sera également une rude épreuve. C'est alors que l'impensable se produit. Rappelez-vous, au chapitre 985, Kaido dévoile son plan, un plan qu'il perfectionnait depuis des années, celui du nouvel Onigashima. Ce projet avait pour but de transférer Onigashima dans la capitale des fleurs d'après les mots de Kaido. Une phrase que je ne pense pas être le seul à avoir interprété comme une délocalisation de l'équipage de Kaido qui laisserait Onigashima pour prendre la capitale des fleurs. Sauf que l'empereur lui avait littéralement l'intention de déplacer Onigashima, l'île entière, en plein Wano. De sa technique Omuragumo, des nuages flamboyants entourent l'intégralité de l'île et la font léviter. Telle une île céleste, Onigashima se décroche du sol et s'envole en direction de la capitale des fleurs. C'est incroyable, incroyable de voir jusqu'où s'étendent les pouvoirs d'un empereur. Déplacer une île, un pouvoir uniquement vu chez Shiki le lion d'or et son fruit la lévitation. Il s'apprête enfin à commencer le monde de la violence comme il aime l'appeler. C'est encore une fois une référence au chapitre 985. Dans ce même chapitre, il explique que son projet est de déplacer Onigashima, mais aussi de s'emparer des armes antiques pour créer un monde de violence. Alors quel est le rapport entre le mouvement d'Onigashima et les armes antiques? Y a-t-il un véritable intérêt pour Kaido dans sa quête de puissance de déplacer cette île à cet endroit précis? Plein d'interrogations me viennent suite à la découverte de ce pouvoir incroyable que Kaido possède. Et je dois dire que le destin de God Valley, l'île ayant disparu sans laisser de traces, me semble désormais un petit peu plus clair. Même si à l'origine j'avais une théorie totalement différente sur la disparition de God Valley, le fait que deux membres des Rocks peuvent déplacer des îles grâce à leur pouvoir commence doucement à me faire penser qu'ils peuvent en être à l'origine. Kaido aurait-il donc volé cette île légendaire? L'emplacement de God Valley sera-t-il révélé à la fin de Wano Kuni? Cette page finale est incroyable. Incroyable dans ce qu'elle représente et de questions qu'elle génère. Mais au-delà de cette île volante, ce que nous pouvons bien noter dans cette page est que Kaido se retrouve seul, au milieu des gravats du champ de bataille. Un champ de bataille qui portait 9 fourreaux rouges il y a de cela quelques chapitres pourtant. Mais après avoir subi la colère de Kaido, aucun d'eux ne semble avoir la force de se dresser contre lui à nouveau. C'est la fin de cette review les bros, j'espère que vous l'aurez aimé autant que moi j'ai aimé ce fabuleux chapitre. Je n'ai même plus d'estimation sur la suite, tout part en couille sans mâcher mes mots et c'est juste dingue. En tout cas je tiens à noter que les dessins sont particulièrement beaux et les posts d'Oda sont ce qu'il y a de plus bénéfique pour mettre en avant ses qualités de dessinateur. La semaine prochaine il n'y a pas de chapitre mais si tout se passe bien, 2 vidéos sont prévues. J'espère que vous serez donc au rendez-vous. En attendant retrouvez-nous sur Discord Line, le Gamebot One Piece sur Discord ainsi que sur mes réseaux sociaux habituels. Je vous souhaite un très bon week-end les bros. Prenez bien soin de vous et de votre famille, portez-vous bien, peace.